C'est un trou de verdure accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Souesh, au pied du Kagir, sa montagne, n'en finit pas d'égrener le temps. Et sa campagne, tranquille et aussi douce qu'une compagne, nous dévoile une histoire surgie du passé. Et si même le 3 octobre 1894, Henri Rosès a vu le jour. Destiné comme tous les fils de paysans à rester sur ces terres, voici que l'histoire de France et les prémices de l'aviation viennent le chercher pour une carrière et gloire inimaginable, et qui tracera la prodigieuse aventure de l'aéropostale, et ce, dès le 25 décembre 1918. J'ai voulu à ma façon honorer cet homme à juste titre, car l'histoire telle qu'elle est écrite et enseignée nous martèle sans cesse les trois noms mythiques, Mermoz, Saint-Exupéry et Guillaumet. Henri Rosès était là bien avant, et 5 ans avant Monsieur de Saint-Exupéry. Chers amis internautes, nous sommes ici à Souesh, un petit village des Pyrénées, toujours situé en Haute-Garonne, et je suis chez Jean Rosès. Jean Rosès, bonjour. Bonjour. Alors Jean, si nous sommes chez vous, c'est pour parler de l'histoire. L'histoire avec un grand H sur l'aviation. Et parmi vos ancêtres, enfin les ancêtres assez proches dans la famille, il y a un monsieur qui s'appelait Henri Rosès. Qui était Henri Rosès? Oui, Henri Rosès était mon oncle, puisque c'était le frère de mon père, que j'ai eu l'honneur de connaître, puisqu'il est mort en 1944, et j'avais 10 ans lorsqu'il est mort. Mais à 10 ans, que sait-on? On me disait, mon père me disait, on a un tonton aviateur. Mais un aviateur, pour un gosse de 10 ans, c'est quoi? On ne connaissait pas. Et puis c'était en 1944, à la sortie de la guerre. On n'avait pas beaucoup d'informations. Ce n'est que plus tard, quand j'ai interrogé mon père et que j'ai lu dans les livres les exploits de mon oncle, que je me suis intéressé à sa vie. Quand on a 10 ans, donc, on entend parler de son oncle qui a été aviateur. Bien sûr, les années passent et ensuite, j'imagine que vous prenez, au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, vous prenez conscience de ce fait historique. Parce que, rappelons quand même que tout de même l'histoire a été un petit peu occultée par Saint-Exupéry et Mermoz qui avaient une certaine notoriété. Mais Henri Rosès a été le pionnier, le défricheur surtout de la ligne de l'aéropostale. Oui, bien sûr, c'est que beaucoup plus tard que j'ai pris conscience que cet homme avait été un héros. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai demandé à des gens qui étaient de l'aviation si on pouvait faire quelque chose pour remémorer son image, surtout à Souesh, où il n'y avait absolument rien, même pas un nom de plaque, de rue, de rien. Il était pratiquement ignoré. C'est pour ça qu'en 2006, j'ai eu l'honneur de faire à Souesh une grande journée de l'aviation où j'ai réuni 55 membres de la famille Rosès et de nombreux amis, puisque nous étions 180 au dîner, et avec un meeting aérien, l'inauguration d'une stèle devant la mairie, d'une plaque à la maison natale et d'une plaque au caveau au cimetière. Ça a été une grande journée pour nous et un grand souvenir, bien sûr, puisque c'est à partir de ce moment-là et depuis que l'on parle d'Henri Rosès dans le village. Sur les manuels d'histoire scolaire, on retient, bien sûr, Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry. Pourquoi? Parce qu'Antoine de Saint-Exupéry était un noble, d'accord? Voilà. Chacun avait déjà une notoriété. Mais Henri Rosès était un fils de paysan. Il s'est lancé d'abord dans la guerre de 14-18. Il s'est pas lancé tout seul, bien sûr, il a été contraint. Il a été donc fantassin avec des faits d'armes. Il est parti seul. Alors, dites-moi. Il a été convoqué en 1914. Il avait 20 ans en 1914. Et c'était pas
Maintenant, quand on a 20 ans, on fête ça. Là, il est parti à l'armée et dans l'infanterie. Et au bout de la 2e année, il a été blessé. Et c'est quand il a été blessé qu'il a été rapatrié sur Pau. Et à partir de là, on demandait des aviateurs. Il a opté pour être aviateur. Et quelques mois après quelques semaines d'apprentissage à Dijon, on lui a confié un avion et il a été un héros à ce moment-là parce qu'il a descendu des avions allemands dès sa première année. D'ailleurs, il est cité plusieurs fois et il a évidemment les croix de guerre, tout ça. Là. À cette époque-là, Henri Rosès, donc jeune fermier, bien sûr, il était fermier, paysan. Comment est-il devenu aviateur? Parce que à cette époque-là, on formait les aviateurs, je crois, en rien de temps. En l'espace de 3 mois, on pouvait déjà avoir son brevet de pilote. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et quelle a été sa passion? Comment il est rentré là, aviateur? Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est difficile à dire parce que c'est quand il a été blessé qu'il a vu qu'on demandait des aviateurs. Et il a dit pourquoi pas, je ferai ça. Parce que surtout, il avait connu les tranchées dans la guerre de 14 et il ne voulait plus retourner dans ces tranchées. C'était une sorte d'échappatoire pour lui, quoi. Au fur et à mesure que les années ont passé, les décennies, bien sûr, il faut rappeler qu'il est... Oui, parlons-en justement. Il est décédé, je crois, à l'âge de 49 ans. Comment se sont passées les funérailles? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Y a-t-il eu un hommage qui lui a été rendu? Justement, non, aucun hommage, parce que quand il est mort en 1944, c'était juste la fin de la guerre. Il n'y avait aucune communication avec l'étranger encore. Il n'y a pas un aviateur qui est venu parce qu'ils ne l'ont pas su. Il y avait pas, on ne le mettait même pas sur le journal. C'était comme ça, il y a eu la famille. Et moi, comme j'avais 10 ans, ils m'ont considéré comme trop jeune, sûrement. Je n'ai même pas été à son enterrement. Il est enterré au cimetière de Souesch, au fond de l'allée centrale. Évidemment, on reconnaît sa tombe actuellement parce qu'il y a une plaque avec sa photo et pionnier de l'aviation. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, avec ma cousine Françoise Saradet, qui revenait d'un rallye à Saint-Louis du Sénégal et qui a rapporté du sable de Cap Judy, l'endroit où il avait eu l'accident avec le pilote Ville. Et c'est un hommage qu'on lui a rendu en mettant une urne pleine de sable devant son caveau. C'était une histoire de famille, on l'a fait vraiment... il fallait déjà y penser. En fin d'année 2018, il va y avoir à Toulouse un grand événement qui va justement commémorer un petit peu ces pionniers de l'aviation, puisqu'il va y avoir l'anniversaire de la piste des géants à Toulouse-Montaudran, du moins ce qu'il reste de cette piste sur laquelle les pionniers sont partis délivrer le courrier pour l'Afrique et l'Amérique du Sud. Oui, cela va se passer au mois de décembre, je pense, le 20 ou le 22. Et cette inauguration va être majestueuse. D'ailleurs, il y a énormément de travaux qui ont été réalisés, et notamment le rond-point de l'entrée de cet espace s'appellera rond-point Henri Rosès. Et après, il y aura toutes les rues adjacentes qui auront un nom de pilote. Ça, c'est très bien pour la mémoire. Et cette inauguration va se faire en décembre. J'espère y aller de tout cœur. Enfin reconnu grâce aussi à Thierry Saint-Tous, qui est aussi un neveu d'Henri Rosès, un peu plus éloigné que moi, mais qui a participé et qui a poussé un peu pour qu'il ait la meilleure place, quoi, il faut le dire. C'est un projet culturel, la piste des géants, en 3 parties sur 10 hectares, avec les jardins de la ligne, donc c'est la mémoire des villes, des pays qui étaient traversés par la ligne aéropostale. Et puis un deuxième projet verra le jour au niveau de la halle des machines avec la compagnie de François de la Rosière. Donc là, on est plutôt sur de la culture et de la création contemporaine. Et puis un projet de mémoire dans les bâtiments que nous sommes en train de restaurer, qui va mettre en valeur cette formidable aventure qui a eu lieu ici, entre 2 siècles, et qui a changé le destin de Toulouse. Et ça va être ici quelque chose de formidable pour le quartier, mais également un projet culturel à la portée de toute l'agglomération et des touristes également. Comment réagissent vos enfants, bien sûr, Sandrine, Eric, entre autres, puis il y a d'autres enfants dans cette grande famille Rosès,
sont-ils impliqués? Ont-ils posé des questions? Ou bien, après tout, cela ne regarde que vous, c'est votre histoire personnelle? Malheureusement, les enfants ne sont pas trop impliqués là-dedans. Bien sûr, ils lisent les livres que je leur donne, mais enfin, j'ai été le seul vraiment à s'occuper de ça, quoi. J'ai en plus un frère qui a 3 ans de plus que moi, mais qui s'en fiche totalement aussi, qui ne participe pas. Voilà. Heureusement que je suis là, mais j'ai la relève avec Françoise Saradé maintenant, qui va continuer à s'occuper de l'association que j'ai représentée jusque-là, quoi. Henri Rosès est décédé en quelles circonstances? J'imagine que ce n'est pas au combat. Hélas, non, il aurait sûrement préféré, mais en 1939, en convoyant un avion de Paris à Barcelone, il a eu un accident dans la région de Troyes. Et le temps était très nuageux, ils avaient de mauvaises informations de la radio, et il a volé un peu trop bas et a accroché la cime d'un arbre, et son avion est parti en torchis, comme je ne sais pas comment on appelle ça, en roulant, et voilà. Il a éclaté au sol et son mécanicien a été projeté à une 15aine de mètres, et lui aussi, mais de l'autre côté. Son mécanicien Louis Bruniquel, qui par la suite a habité à la Barthe-Inard, et que j'ai connu, a été brûlé au visage et amputé d'un bras. Il avait par la suite lui-même fait un bras artificiel en fer pour pouvoir conduire son vélo. On l'appelait Capitaine Crochet, justement parce qu'il avait ce crochet qui faisait peur aux enfants. Et mon oncle, des suites de cet accident, a déclenché un cancer de la gorge. Et à l'époque, on n'opérait pas, on ouvrait ici, il y avait un pansement de gaz, et c'est là que je me rappelle de cette image. Et il habitait le quartier de campagne, dans la maison qui appartenait à sa femme, Lucie. Et c'est là qu'il est décédé, en novembre, je crois, 1944. Un fait de son héroïsme en quelque sorte. Sa tête avait été mise à prix sur le territoire marocain ou bien mauritanien. Eh bien pourquoi? Simplement parce qu'il avait tué des morts. Quand il a eu l'accident avec Ville, et qu'il a fallu sauver. Ville a eu un accident, il s'est posé sur une plage, et lui qui suivait derrière a vu l'accident. Et il est descendu pour récupérer le courrier parce que c'était très important. Et ils n'ont pas eu le temps de transvaser tout le courrier d'un avion à l'autre quand des morts sont arrivés avec des fusils et leur ont tiré dessus. À ce moment-là, il a riposté, bien sûr, parce qu'il a vu un mort qu'il était en train de l'épauler, et il a tué ce mort. Et à partir de là, ils ont pu décoller et sous les salves des morts avec des fusils. Et par suite, sa vie a été mise à prix. Oui, je ne sais plus combien de douros. Il demande 200 douros à l'époque. C'était énorme, quoi. C'était comme ça. Vous, bien sûr, Jeannot, le dernier pilier vivant, je vais dire. Hein, quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous désireriez? Oui, mais je crois que j'ai fait le maximum en mettant cette stèle, la plaque sur la maison d'habitation aussi. Et je pense que ça va rester longtemps. Ensuite, on fait aussi de temps en temps des conférences. Il va y en avoir une aussi à Souech au début de l'année, vers le mois de février ou mars, avec les grands reporters qui vont venir de Toulouse pour parler de l'aviation et d'Henri Rosès. Ce sera une grande journée de l'aviation aussi. Ne pensez-vous pas que les manuels d'histoire pourraient être un petit peu revus ou corrigés? Oui, bien sûr, les manuels d'histoire, ils n'en parlent pas beaucoup. Mais en fait, il y a de nombreux livres quand même qui en parlent. Et notamment, il y a à peine une 15aine de jours, on a sorti son histoire en bande dessinée. Ça, c'est formidable et ce livre se vend très bien parce la bande dessinée, pour les jeunes, il est plus facile à lire. Et en plus, il y a les images et tout. Je ne croyais pas que ça marchait, moi, les bandes dessinées, mais c'est vrai que ça... C'est formidable, oui. Ben, le livre vient de sortir actuellement. Cher Jean, vous voyez, là aussi, nous faisons donc un documentaire visuel qui restera aussi pour les générations futures. C'est une pierre à l'édifice, comme il y en a tant d'autres. Donc souhaitons que l'histoire de l'aviation prenne une nouvelle dimension et puis
Et puis bon vol, peut-être, dirais-je. Bon vol, c'est beaucoup dire pour moi, parce que à mon âge, il n'est plus question de voler. Mais il m'avait invité il y a 3 ou 4 ans à peine pour faire le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Mais je ne me suis pas senti le courage. Et maintenant, à mon âge, encore moins, bien sûr. Mais je vais lutter jusqu'à la fin pour perpétrer cette mémoire. Et mon oncle, je l'adorais. Et j'ai beaucoup de documents concernant sa vie. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Quelques trophées sauvés à la suite d'un vandalisme, un seul carnet de vol, des médailles, quelques photos qui ressurgissent devant mes yeux pour leur donner peut-être une seconde vie ou bien une éternité bien méritée. Je viens de déposer une sorte de vase où il se trouve du sable venant de Cap-Judy, rapporté par François Saradet. Et ça, c'est formidable. Un symbole. Ramener du sable de là où Henri a eu son accident, voilà. De Cap-Judy. Voilà, exactement. Ah ouais, formidable ça. Voilà. Et puis voilà, c'est la chambre d'Henri Rosès. Il y avait une clé comme ça, mais bien plus grande, bien sûr. Oui, Henri Rosès, chambre 218, hôtel de la Poste. Voilà. Très bien. Et puis ils ont fait aussi un porte-clés avec le numéro de la chambre 218. Ça c'est mignon ça. Ah ouais. Voilà, moi avec le numéro de leur chambre. Voilà. Ouais. Enfin, après 75 ans d'oubli, voici que sur le continent africain, dans cet hôtel de Saint-Louis du Sénégal, le nom de Henri Rosès reprend ses droits, juste à côté de la chambre de Mermoz. Les voyageurs du monde entier pourront s'intéresser sur l'image et ce nom français issu des Pyrénées. Alors que Antoine de Saint-Exupéry, fils de la noblesse lyonnaise, n'a encore que 17 ans, Henri Rosès, simple paysan et héros de la guerre des tranchées de 14-18, intègre en 1917 et à l'âge de 23 ans le deuxième groupe d'aviation. De Saint-Exupéry obtiendra son brevet de pilote le 23 décembre 1921 et il intégrera ce deuxième groupe d'aviation 4 ans après Henri Rosès. De Saint-Exupéry se présente à Didier Dora, le patron de l'aéropostale à Toulouse-Montaudran, le 14 octobre 1926. Il commence à voler 2 mois après. Henri Rosès vole depuis ce même aérodrome et pour l'aéropostale depuis le 12 août 1922, soit 4 ans avant Saint-Exupéry.
Je me trouve actuellement sur la piste des géants qui autrefois bien sûr était l'aérodrome de Toulouse-Montaudran, d'où sont partis les premiers pionniers de l'aéropostale. Alors aujourd'hui c'est un grand jour puisque c'est l'inauguration de la piste des géants, l'envol des pionniers, notamment bien sûr Mermoz, Saint-Exupéry, les grands noms. Mais moi je suis là pour mettre à l'honneur Henri Rosès. Henri Rosès qui fut l'un des tout premiers défricheurs sur les lignes de l'ATCOR concernant l'aéropostale. Premier tronçon ici même jusqu'à Barcelone, puis Barcelone-Dakar, avec plusieurs étapes, notamment Cap Juby. Voilà. Une histoire pour mettre à l'honneur de tous ces gens qui étaient dans l'ombre et qui ont fait le défrichage de ces lignes de l'aéropostale. Je suis chargé de mission au cabinet du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue, chargé de mission Montaudran, envol des pionniers, c'est-à-dire le sauvetage, la réhabilitation, la création de la scénographie, et puis maintenant l'animation et le fonctionnement aux côtés de l'équipe de Jean-Baptiste Desbois de la Cité de l'Espace de ce lieu, l'envol des pionniers, ici sur le site historique de Montaudran. Alors vous êtes un passionné bien sûr d'aviation, mais ce qui vous touche, et ce qui nous touche nous personnellement, c'est parce que vous êtes aussi affilié à la famille Rosès, notamment ce fameux pionnier dont on va mettre à l'honneur un petit peu son image. Oui, ce sont des cousins du côté de ma grand-mère. Mon père, qui lui était ingénieur chez l'ATCOR à Toulouse pendant plus de 37 ans, a lui-même un peu grandi dans les histoires de Henri Rosès qui étaient racontées à la maison, et ça lui a probablement donné l'envie un jour de travailler dans l'aéronautique, ce qu'il a fait toute sa vie. Et moi-même, j'étais très mauvais en maths et en physique, donc on m'a tout de suite dit tu ne pourras jamais être pilote, rien faire dans les métiers de l'aéronautique, il faudra choisir autre chose. Donc je suis devenu journaliste, mais dès que j'ai été journaliste, je suis immédiatement revenu dans cette spécialité aéronautique et spatiale qui à Toulouse ne manque pas de travail. Et depuis, je fais ce métier passionnant de journaliste aéronautique. Vous auriez aimé donc être pilote, et peut-être pilote à cette époque? C'est difficile à dire ça, parce que ça a été une époque extrêmement compliquée, extrêmement difficile. On ne peut jamais dire qu'on aurait aimé vivre ce qu'ont vécu nos prédécesseurs, parce que il faut jamais oublier que de Toulouse à Santiago du Chili, en 20 ans, on a perdu 113 pilotes, mécaniciens, navigants en tout genre, et même des marins sur les bateaux qui ont parfois fait naufrage, des bateaux qui transportaient ou le courrier ou qui venaient aider les avions à traverser l'Atlantique. Des pertes humaines considérables pour arriver à quelque chose. Oui, ça fait un mort en moyenne tous les 100 km. Il y a 12 800 km entre Toulouse et Santiago, ça fait presque un mort tous les 100 km. Donc le prix à payer a été lourd. Mais c'est comme ça, on était au lendemain de la guerre de 14, la vie humaine n'avait pas la même valeur. Le sens du sacrifice et de l'engagement n'était peut-être pas le même qu'aujourd'hui. Alors, oui, j'aurais aimé vivre cette époque parce que c'était une époque de grande liberté. Quand les pilotes partaient, ils étaient vraiment les seuls maîtres à bord et ils étaient vraiment les patrons. Et quand ils étaient dans les escales, très loin, ils avaient beaucoup plus d'autonomie. Aujourd'hui, c'est terminé. Un avion est sur sa trajectoire, sur son airway, il est contrôlé au mètre près. Il n'y a plus aucune place pour l'improvisation, la fantaisie et je dirais peut-être même le talent, sauf dans des conditions exceptionnelles. Alors d'un côté, oui, j'aurais aimé vivre cette époque. Elle était quand même très dangereuse. Et de notre côté, j'aurais aimé ne pas la vivre parce que ils ont payé un prix très très lourd, y compris dans leur vie personnelle. C'était pas facile d'avoir une vie de famille dans cette entreprise. C'était des gens qui étaient réellement passionnés. Alors la première génération de pilotes au lendemain de la guerre de 14 n'avait qu'un but, c'était de voler et de vivre. Parce qu'ils avaient survécu à la guerre. Ils avaient 23, 25 ans, 27 ans tout au plus. Ils étaient jeunes. Mais ils avaient aussi l'envie, le besoin de voler. Ils avaient cette passion du vol. Ils étaient prêts à tout pour voler. Alors on en a vu certains faire du cirque aérien, des acrobaties. On en a vu d'autres transporter des marchandises dans des pays improbables, à bord d'avions improbables. Et puis certains ont été embauchés dans les quelques compagnies aériennes qui commençaient à fonctionner. Voilà, ils étaient prêts à tout pour voler, militaires ou civils. Et ça, c'était la vraie passion qui les animait. C'était des gens qui avaient aussi le goût de l'aventure, qui avaient la curiosité de l'autre, la curiosité de l'étranger et l'attrait de l'exotisme que pouvaient représenter les destinations tout de suite à côté de chez nous. L'Espagne, déjà, c'était une destination déjà très originale, hein. Et puis le Maroc et ensuite le Sahara.
toi. Bravo. Et voilà, le ruban est coupé. Officiellement, l'envol des pionniers est inauguré. On se revoit à nouveau un petit peu pour apporter un éclaircissement à l'histoire de Henri Rosès, un périple un petit peu audacieux. C'est-à-dire ce 22 juillet 1925, Rosès et Villers se dirigèrent vers le Cap Juby. Quand tout à coup le moteur s'arrêta, une rupture du pignon de distribution obligea pour la 34e fois Henri Rosès de se poser en catastrophe. Environ 150 km de Cap Juby, Éloisville se pose un peu avant l'avion de Rosès. Moteur reste allumé. Rosès croit négocier avec les morts. Il s'avance vers eux. Nombreux, mais agressifs. Échange de coups de pied, de poings. Villers intervient. Abat 2 morts. Rosès évite un autre coup de feu. Il saute à la place du pilote, où Villers le rejoint. Ils parviennent à décoller sous les balles des morts, mais sans le courrier. Je comprends donc que l'on assiste à l'époque aux premières grèves de l'aviation et de la ligne, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il y a eu un mécontentement le long de la côte africaine, à la suite de cette tragédie que viennent de subir Rosès et Ville. Les tribus nomades, morts, voyant en la présence des Français une menace sur leur emprise des territoires désertiques, et qui étaient informés de projets coloniaux, la tête de Rosès est mise à prix. Le patron Didier Dora se rend enfin à l'évidence. Suite aux vives protestations des pilotes et mouvements de grève, un accord sera trouvé. En cas de panne en Mauritanie, les tribus morts s'engagent à restituer le pilote et le courrier contre une rémunération convenable et à condition qu'il y ait un interprète dans l'avion. Paulette née Rosès. Paulette, quel peut être le souvenir ou la pensée de Henri Rosès, qui est votre arrière-grand-oncle, c'est cela? Oui, c'est un grand-oncle, c'est le frère de mon grand-père. Alors, on ne m'en a jamais parlé au niveau de la famille. C'est après, au lycée, quand on a fait un exposé sur Henri Rosès et l'aviation. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée à poser des questions à mon grand-père. Et le courage qu'avait eu cet homme, moi, ça m'a toujours étonnée et époustouflée. Est-ce que vous auriez aimé le connaître, le rencontrer? Ah ben bien sûr. Bien sûr, ça aurait été un grand honneur. Parce que il est de ma famille, il est né à l'endroit où je suis née. Parce que mon père s'appelle comme lui aussi. Parce que c'était son filleul. Voilà. Mais on ne l'a pas connu et c'est vraiment un grand dommage, oui, bien sûr. Oui, c'est un grand dommage, c'est un regret. S'il était présent là, s'il pouvait revenir, qu'est-ce que vous lui diriez? Bravo pour cette avancée, pour tout ce qu'ils ont accompli avec ses camarades. Et c'est bien dommage qu'on n'en entende pas parler. Parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient un courage, une détermination, une volonté de persévérer. Ça a été les pionniers, d'abord dans l'aviation, mais aussi au niveau de l'espace. Voilà, donc c'est très important. Ça a été déterminant aussi à cette époque-là. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une fenêtre ouverte sur l'ingéniosité humaine. C'est inscrit dans les gènes de l'homme autant que dans la femme, si ce n'est plus encore. Ils ont ouvert et accompli un rêve. Celui-ci se poursuit toujours et ira par-delà les étoiles. Parce que c'était impossible, ils l'ont fait. Parce que notre esprit n'a pas de limite, nous l'avons prouvé, et nos enfants traverseront des mondes inconnus. À toi, Henri, reçois l'hommage tant mérité que tu n'as pas eu lors de ta disparition. Certains ont écrit sur toi ou sculpté ton portrait. Moi, je te mets en image dans une autre dimension.